Avec la nouvelle Yamaha Tracer 9 GT+, la marque casse les codes de l'essai moto. Il nous emmène dans un pays rarement visité, la Slovénie, avant de nous faire voyager à travers l'Autriche et l'Italie. On a fait au total plus de 320 km sur cette moto, donc je peux dire que j'ai suffisamment d'expérience pour vous en parler. C'est tout de suite après. Cette moto, elle est extrêmement technologique. Et il y a certaines choses qui sont reprises de la version 2023 qu'on a aussi essayé. Donc je vous invite à aller consulter cette vidéo pour tout ce qui concernera la suspension électronique ou le freinage unifié. Qui dit technologie dit forcément de nombreux paramètres. Et heureusement, on a un grand écran couleur avec des nouveaux commodos qui sont extrêmement faciles à utiliser. La flèche directionnelle, un régal. Elle va dans les 4 directions, on clique dessus. Elle a une taille qui est suffisante pour être utilisée avec des gants. C'est vraiment très simple. Ensuite, on a le bouton de retour qui est très utile parce qu'il nous amène toujours au centre. Avec une pression longue, on va afficher la navigation, pour autant qu'on ait mis un téléphone en connexion USB avec la moto. On aura à gauche le régulateur de vitesse avec un plus-moins et un bouton rond pour l'activer. Pareil, on le reconnaît au toucher très facilement. Le bouton pour l'éclairage matriciel LED, c'est le même que pour des appels de phare. Il suffit de le pousser en avant pendant une période prolongée et ça va s'activer. Et là à gauche, il nous reste encore le fameux bouton des clignotants. C'est le même que celui de la MT-09 et c'est celui qui permet de faire des 3 flashs si on appuie doucement. Tellement doucement que j'y arrive que à gauche. À droite, je n'ai pas réussi à faire les 3 flashs d'une seule pression du bouton, tout simplement parce qu'il est trop sensible. Je regrette un peu l'absence d'un bouton conventionnel, car au moins celui-là, je l'aurais trouvé sous le pouce très facilement. À droite aussi, il y a pas mal de boutons, forcément. Plus il y a de fonctions, plus il faut de boutons. Il y a un bouton qui va régler la distance du radar de distance et de régulateur de vitesse actif, qui règle sur 4 niveaux. Et il y a un autre bouton qui est le changement de mode. Seulement, ce changement de mode, il ne fonctionne que quand la poignée de gaz est entièrement fermée. Et en plus, il n'accepte pas les pressions répétées. Donc si on veut changer de street à sport, on presse une première fois, on va passer sur Rain. On presse encore une fois, ce sera Custom, etc. avant de revenir à Sport. Ça mériterait une petite mise au point, un éventuel changement logiciel. Ça permettrait de faciliter les choses, surtout que lorsqu'on passe de automatique à manuel, car cette moto n'existe qu'avec la transmission YAMT, à chaque fois qu'on repasse en manuel, ça nous remettra toujours le mode street. Donc si on fait un peu de liaison avec le mode automatique, puis qu'on arrive dans la partie sinueuse et que l'ouvreur il a un rythme plus élevé, on va vouloir passer en manuel et ça nous mettra en street et il faudra à nouveau presser maintes fois sur le bouton mode pour réussir à retourner dans le mode sport. Petite astuce, si on fait un mode custom identique au mode sport, il se trouve qu'on arrivera très facilement à faire street, rain, custom comme si c'était sport et ça ira beaucoup plus vite. Au sujet des modes de conduite, il y en a 3 préinstallés et 2 custom, mais tous peuvent être paramétrés via le tableau de bord, uniquement à l'arrêt. Et là, on pourra choisir toute une variété de réglages comme la courbe de puissance moteur, le réglage du contrôle de traction, le réglage de l'anti-wheeling, le réglage du glissement permis de la roue arrière et le réglage pour la suspension électronique. Par contre, il y a certains paramètres qu'on ne peut pas changer pour un seul mode de conduite à la fois. Par exemple, on pourrait augmenter le frein moteur, mais ce serait pour tous les modes et ça se fait uniquement à l'arrêt. Il y a toutes sortes d'autres aides qui sont paramétrables et elles individuellement, mais là aussi à l'arrêt dans le menu Setup de la moto. Donc,
Pour tous les réglages qui se font normalement sur le tableau de bord, si vous connectez une application Yamaha MyRide, vous pourrez faire des réglages sur votre smartphone avec des explications. Vous aurez même accès à un réglage de suspension plus poussé. Et dans ce cas-là, vous validerez vos réglages sur la moto et la prochaine fois que vous vous connecterez, vous enverrez vos réglages à la moto qui en tiendra compte. La grosse nouveauté de cette moto, et surtout la première mondiale, c'est l'éclairage matriciel à LED. Il y a en tout plus de 20 LED qui servent à faire cet éclairage, en plus de l'éclairage caractéristique des deux yeux plissés qui sont à l'avant de la moto. Toutes ces LED, elles s'allument alternativement en fonction des besoins. Il y a celles qui s'allument dans les virages, à partir de 7 degrés d'inclinaison pour éclairer la corde, mais il y a aussi un combiné entre les feux de croisement et les feux de route qui, en mode automatique, vont varier automatiquement leur hauteur. Grâce à une caméra dans la face avant, on va savoir si on éblouit quelqu'un et le phare va automatiquement baisser en arrivant sur la personne. Tout comme quand on va freiner, les feux ne vont pas plonger, ils vont rester à une hauteur à peu près normale. Toute cette technologie, bien sûr, ça peut être utile, mais surtout, il y en a certains qui trouvent ça laid. Moi, je dois dire que depuis que je vois cette moto de face, finalement, je m'y fais assez bien. Il y a eu des choses beaucoup plus déplacées en termes de design. Là, moi, ça ne me choque pas particulièrement. Donc, quelque part, j'ai envie de saluer l'intégration du radar à ondes millimétriques qui est beaucoup moins visible que sur bien des modèles. Et tous ces feux qui sont autour, c'est pas plus laid que des feux additionnels qu'on aurait mis sur sa moto. Autre aspect technique qui a été ajouté à cette machine, c'est le radar de proximité à l'arrière. Donc on va voir une annonce dans les rétroviseurs de la présence d'une moto dans un angle mort. Ça ne remplace pas un coup d'œil par-dessus son épaule. En termes de roulage en groupe, il se trouve que là, on roulait pas mal en quinconce dans un groupe d'une dizaine de pilotes. Ça ne détectait pas toujours le pilote derrière nous. Donc c'est que le réglage est encore relativement bon. Par contre, en groupe, le régulateur de vitesse actif, lui, aura plus de peine parce qu'il ne va pas savoir s'il doit se caler sur le pilote qui est légèrement en décalage devant nous ou celui qui est devant lui. Et dans ce cas-là, on va très souvent finir par faire de l'autoroute avec la poignée de gaz ouverte. Ce radar, justement, qui n'existe que sur la GT+, il va avoir un rôle aussi d'avertissement pour le pilote. Lorsqu'on va arriver sur un obstacle qui ralentit, on peut avoir un avertissement qui s'affiche à peu près en grand comme ça sur l'écran. Et là, il faudra freiner. Pendant que le pilote freine, la moto va continuer d'analyser le rapprochement de l'obstacle. Et c'est là que le freinage unifié pourra s'activer. C'est-à-dire que si la moto juge qu'on continue de s'approcher trop vite de l'obstacle, elle pourra amplifier la pression de freinage du pilote et l'envoyer à l'avant comme à l'arrière pour stabiliser la moto. Par contre, si le pilote ne réagit pas à l'avertissement, la moto ne freinera pas. Ce n'est pas un remplacement de freinage, c'est une amplification de la force de freinage du pilote. Il y avait déjà ce système sur la version 2023, ça fonctionne toujours aussi bien et parfois même ça va augmenter nos performances. Ce qui est un peu bizarre, mais effectivement quand on suit son ouvreur d'assez près, on aura des avertissements de freinage et on aura une augmentation de la performance de freinage avant un virage alors qu'on essaie simplement de le suivre à rythme soutenu. Cette transmission YAMT, je l'avais déjà testée sur la MT-09 et je l'avais trouvée sensationnelle. Elle est toujours aussi confortable, seulement sur cette moto qui a quand même pris pas mal de poids par rapport à une MT-09, le moteur n'est plus aussi explosif, on n'a plus le même effet waouh de chaque changement de vitesse. Mais c'est toujours aussi pratique à utiliser, du bout des doigts ou seulement de l'index, sans utiliser le pouce, on y arrive aussi. On change de vitesse et c'est très efficace. Par contre, expérience faite, si devant vous, vous avez un pilote qui est en manuel, vous, même avec un système automatique en D+, vous ne pourrez pas le suivre. Tout simplement parce qu'il manquera un rien de performance. Et là, on ne peut rien faire. La cartographie 1, la plus puissante du moteur, n'est pas disponible en mode D. Donc si le pilote devant vous, il met tout ce qu'il a avec une moto qui n'a pas la même transmission, ou alors qui a la transmission mais qui est en train de jouer des palettes, eh ben vous ne pourrez pas le suivre. On a fait des routes très sinueuses et à rythme franchement élevé. J'ai bien vu que dans les épingles, il faut quand même jouer du haut du corps pour augmenter sa capacité à tourner. Je me retrouvais parfois à des vitesses lentes, alors que les autres pilotes autour de moi qui avaient plus d'expérience sur les épingles avec le placement du haut du corps prenaient un rythme bien plus soutenu. Donc de ce côté-là, je sais que c'est le pilote qui devra s'améliorer plus que la moto.
En termes de consommation, on a fait beaucoup de routes le matin qui était de la route plutôt de campagne et sinueuse. Là, on a consommé environ 5,4 litres au 100 km. Quand on a fait la partie plus roulante de l'après-midi, là, on était plutôt aux alentours de 5 litres au 100 km. Donc on a une consommation qui est relativement contenue et qui permet de faire de longues distances avec le gros réservoir de la moto. Son design, il est réparti en 3 zones. L'avant, qui va être dédié à l'aérodynamique et qui va permettre de voyager sereinement avec une protection au vent augmentée. Il y a maintenant un grand pare-brise qui lui est réglable électriquement sur une course de 100 mm. Le réglage, il n'a pas de bouton dédié, mais seulement un raccourci, on peut déjà le régler. Donc c'est très facile à faire. Moi, je suis malheureusement un rien trop grand. Le vent me passe vraiment en haut du casque. Donc c'est un petit défaut de pilote, pas de moto. Si vous êtes moins grand qu'1,85 m, ça ira très bien. En plus, il y a des déflecteurs supplémentaires qui permettent d'enlever le vent sur les épaules. Il y a les protège-mains qui sont de série qui vont protéger les mains ainsi que les bras. Après l'aérodynamique, on a la partie centrale qui est la partie du confort. Et pour le confort, on a pensé à un réservoir qui est le plus fin au niveau de la jonction avec la selle et une selle qui, malgré qu'elle soit plus haute et plus rembourrée, donc plus confortable, on a droit à un arc de jambe qui est plus bas. Donc un pilote plus petit pourra mettre les pieds au sol facilement avec cette moto, contrairement à la version précédente de la Tracer 9 GT+. La selle arrière, elle aussi a changé, elle est mieux rembourrée. Toute la boucle arrière est plus longue, donc ça aménage de l'espace pour le passager. Et j'ai essayé ça aussi en roulant avec le régulateur, la selle arrière est très bien. Bon, j'avais pas de pilote pour voir la distance devant moi vis-à-vis du casque, mais moi derrière j'étais très bien installé. Et enfin, il y a la troisième partie du design qui est les bagages. Sur la Tracer 9 GT et GT+, les valises sont de série. Sur la GT+, les valises sont même connectées à la clé sans fil de la moto. Donc on n'a pas besoin d'aller rentrer la clé dans la serrure pour les ouvrir. Il nous suffit d'avoir le contact coupé et d'appuyer sur les boutons qui sont là en bas, soit pour ouvrir, soit pour séparer les valises de la moto. Tout ça se fait sans fil, c'est prodigieux. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais en tout cas ça marche assez bien. Et là on a droit à 2 valises de 30 litres dont le poids est compris dans les 232 kg de la moto. Côté moteur, c'est toujours le CP3 avec ses 3 cylindres en ligne de 890 cm3 et 119 chevaux. Rien de nouveau de ce côté-là. En plus, il est onctueux au possible avec la transmission automatique. On ne peut se soucier de rien et tout simplement se laisser porter pour faire du tourisme. Encore un mot au sujet de la chaîne, car les gens qui aiment les motos de tourisme reviennent sans cesse avec le commentaire du cardan. Effectivement, un cardan a ses avantages. Seulement, c'est lourd, c'est compliqué à concevoir et ça a un coût. C'est pourquoi Yamaha s'est rapproché de DID, une marque de chaîne, pour créer une nouvelle chaîne avec un entretien réduit et une durée de vie allongée. Donc on aura moins d'allongement des maillons, on aura moins d'usure de la chaîne, on aura toujours besoin de la graisser cependant. Pas grave, il y a une béquille centrale de série sur la moto, ce sera très facile à faire. La Tracer 9 GT+ est disponible dès maintenant dans le réseau Yamaha suisse. Elle est disponible en 2 couleurs, cette Cobalt Blue et la Icon Performance avec les couleurs emblématiques du noir, du gris, une touche de doré et les jantes bleues. La moto est vendue à partir de 18 990 francs. Elle existe aussi sous forme de Tracer 9 et de Tracer 9 GT, mais celles-ci, chacune avec 2 couleurs différentes, n'existent pas avec la transmission automatique, en tout cas en Suisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Il y a aussi un essai complet de la moto sur notre site internet qui peut être lu entièrement gratuitement. Pensez aussi à nos réseaux sociaux où vous pouvez interagir avec moi pendant les essais, je répondrai à toutes les questions. Je vous dis à bientôt sur la chaîne acidemoto.ch pour de futurs essais.